Je suis Ala Shekelar, je suis chirurgien pédiatre et je m'occupe de la prise en charge des jeunes filles porteuses du syndrome MRKH ou syndrome de Rokitansky. Le syndrome de Rokitansky est défini par une aplasie utéro-vaginale, c'est-à-dire un non-développement de l'utérus et d'une grande partie du vagin, touchant au moins les 2/3. Le syndrome est découvert en général à la puberté, vers un âge moyen de 16 ans, devant une absence de règles chez une jeune fille ayant achevé sa puberté. C'est l'absence de règles qui fait qu'elle consulte. Alors le diagnostic, lorsqu'il n'est pas fait devant une aménorrhée primaire, parce que ça arrive, peut être fait lorsque les jeunes filles commencent leur vie sexuelle, tentent une pénétration avec leur petite amie et n'y arrivent pas, ça s'appelle une apareunie, ou ont des douleurs intenses, ça s'appelle une dyspareunie. Et à ce moment-là, elles peuvent consulter sans s'être jamais posé la question de pourquoi n'y a-t-il pas de règles. Le diagnostic est fait sur l'imagerie en premier, c'est-à-dire une échographie pelvienne qui va objectiver, lorsque la puberté est achevée, des ovaires normaux et une absence d'utérus. À ce moment, on fait un bilan biologique hormonal où on va doser les hormones sexuelles, en particulier la FSH, la LH, le stradiol, la testostérone et quelques autres hormones en fonction de l'examen clinique. Le critère d'urgence majeure de cette pathologie, c'est l'impact psychologique majeur de l'annonce d'infertilité. Alors la cause de cette maladie n'est pas connue pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que les malformations associées dans 40% des cas sont parfois retrouvées chez d'autres membres de la famille, comme par exemple un des parents ou dans la fratrie, voire dans des cousins, jusqu'à 20% des cas, sans qu'il y ait l'aplasie utéro-vaginale. Ça plaide pour une origine génétique, probablement à caractère dominant, mais à pénétrance variable, c'est-à-dire que cela va toucher certaines personnes et pas à tous les niveaux. Dans le cadre de la recherche génétique et dans le cadre aussi d'une meilleure compréhension du syndrome, il est important de faire la recherche des malformations typiquement associées au syndrome MRKH, qui sont les malformations rénales, squelettiques, auditives et cardiaques. Cardiaque, en général, on le découvre bien avant le syndrome MRKH. Mais par contre, une bonne échographie des reins et de la vessie, une radiographie complète qu'on appelle EOS, qui consiste à faire une radiographie complète des os, et un examen audiométrique nous semble essentiel pour pouvoir catégoriser les types de MRKH et donc aider la recherche génétique pour comprendre l'origine de ce syndrome. L'examen clinique doit être fait par des praticiens expérimentés en gynécologie. Cet examen ne peut se faire qu'avec l'accord de la patiente, à un moment dédié où elle est prête à l'accepter. L'examen vulvaire permet de constater l'absence d'orifice vaginal, un urètre en position normale ou médian dans la vulve, et ce qu'on appelle une cupule vaginale, c'est-à-dire un début de développement vaginal qui est élastique, mais qui est en général inférieur à 2 cm. Il faut savoir qu'avant la puberté, il est difficile de faire ce diagnostic de façon certaine parce que ce soit l'échographie ou que ce soit l'IRM, ces examens ne sont pas assez fiables pour affirmer qu'il y a ou pas un utérus. Il faut attendre l'arrivée de la puberté pour pouvoir faire ce diagnostic. L'annonce du diagnostic est un moment important. C'est un moment important parce que les répercussions psychologiques sont majeures et peuvent entraîner des manifestations psychopathologiques importantes qui sont souvent cachées, dépression, anxiété, troubles addictifs, difficultés scolaires, difficultés familiales. Très souvent, on entend des termes qui ont été dits à ces jeunes filles extrêmement délétères, comme c'est fermé, il y a un mur, il n'y a rien. Or, ce n'est pas vrai. La jeune fille et éventuellement ses parents, en fonction de son âge, doivent être orientés dans des centres de référence pour pouvoir avoir une prise en charge multidisciplinaire par des professionnels habitués à cette pathologie et à ses conséquences. La prise en charge thérapeutique du syndrome MRKH est multiple, psychologique, parce que cela touche intimement à l'identité féminine, le fait de ne pas avoir d'utérus, font que ces jeunes filles se posent la question « suis-je vraiment une femme ?» La prise en charge est toujours proposée au diagnostic dans les centres de référence. Actuellement, les recommandations vont
vers une prise en charge médicale qui consiste en des dilatations instrumentales faites par les jeunes filles avec un accompagnement médical et paramédical. Le sentiment d'urgence de réparation est très important à l'annonce diagnostique. Or, la décision de prendre en charge l'aplasie vaginale et de reconstruire son propre vagin est une décision qui appartient uniquement à la patiente, ni à ses parents, ni au médecin, ni à la société. Il faut savoir que l'aplasie vaginale n'empêche absolument pas d'avoir une sexualité génitale. Dans la littérature, on évalue à 5 à 15% d'échecs. À ce moment-là, une chirurgie peut être proposée, mais il est absolument essentiel que cette chirurgie soit faite par des chirurgiens expérimentés dans cette prise en charge, parce que tout échec de première intention peut aboutir à une altération définitive de la sexualité de ces jeunes femmes. La prise en charge de l'aplasie utérine consiste en un accompagnement à la parentalité. Il est recommandé d'orienter ces jeunes femmes soit vers l'adoption, soit plus récemment vers les projets de recherche de la greffe d'utérus. Le suivi des patientes MRKH doit être le même que toute femme. Il est important que ce syndrome soit connu par la communauté médicale parce que ce que nous rapportent les patientes, c'est qu'elles en ont assez de devoir raconter à chaque fois qu'elles n'ont pas d'utérus, que non, elles n'auront pas de règles, qu'elles ne savent pas comment sont leurs cycles. Et ceci est un facteur important de non-suivi médical à l'âge adulte. Ces patientes peuvent partager leurs expériences et ces interactions sont, à notre avis, essentielles pour l'adaptation au diagnostic. Il est essentiel qu'il y ait une uniformisation de cette prise en charge et c'est pourquoi ces patientes doivent être orientées en centre de référence. Je suis Magali Viau, chef de projet pour le centre de référence des pathologies gynécologiques rares à l'hôpital Necker Enfants Malades. C'est moi qui reçois en général le premier appel. Nous avons donc organisé un parcours de soins qui est formalisé, qui est multidisciplinaire, sur des plages de consultation spécifiques, sur des demi-journées où nous voyons que ces jeunes filles et leurs familles. Nous avons la chance justement dans le centre de pouvoir proposer des rendez-vous dans des délais courts, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une prise en charge classique.